Bonjour la famille, vous allez bien? J'espère bien. Moi, ça va, par la grâce du Très-Haut. Ça se passe bien chez moi, ça va. La dernière fois, on s'est arrêté quand je montais déjà pour Oran. Donc, j'étais à Tamaracet, je montais pour Oran pour aller rejoindre mon mec qui m'avait d'ailleurs envoyé les cartes par quelqu'un d'autre parce que son meilleur ami voulait me... par la grâce de Dieu, je me suis échappée, ça s'est bien passé. Et quand je monte maintenant à Oran, bon, je vais un peu récapituler, je vais résumer pour que les gens qui n'étaient pas là comprennent ce qui se passe. En fait, moi, j'ai voyagé du Cameroun jusqu'à Paris par la route. J'ai pas pris le vol comme certaines personnes. Moi, j'ai pris la route carrément parce que je n'avais personne en Europe. Il n'y avait personne pour me faire les papiers et je mourais d'envie de toucher à la Tour Eiffel avec la paume de main. Je mourais de cette envie, ça me brûlait cette envie. Quand j'ai donc eu mes diplômes au Cameroun, j'ai dit je ne travaille pas au Cameroun. J'ai dit je vais voyager, moi je vais sortir. Du coup, j'ai commencé à faire mes tontines et tout et tout. C'est comme ça que je suis sortie. Je suis passée par le Nigeria, Niger. Je suis tombée à Tamaracet. Et là, aujourd'hui, c'est la suite de l'histoire. Donc, toi qui ne comprends pas ce qui se passe, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube, Léa Julie, la Parisienne. Comme ça, tu vas comprendre la suite de l'histoire. Donc, tu vas sur la vidéo, mon voyage par la route. De Yaoundé, Paris, par la route. Ça permet que toi qui veux prendre la route, que tu puisses regarder cette vidéo pour que ça puisse aussi t'édifier, ça puisse te donner une meilleure position, ça puisse te positionner. Comme ça, tu sais au moins ce que tu vas faire. Mais moi, ce que je vais vous donner comme conseil de grande sœur, faut pas reproduire ce que moi j'ai fait. Parce que ce que moi j'ai fait, c'était en 1900, c'était en 2000. Je ne vais pas donner les dates ici. C'était en 2000. Et là, c'était encore passable. Mais aujourd'hui, la route est gâtée. La route est gâtée. Donc, ça fait 10 ans que moi, je suis en France. Donc, imagine un peu à quel moment moi, je suis passée par là. Donc, il ne faut pas reproduire parce qu'il y a les kidnappings, il y a des viols. Vous comprenez même, vous entendez tout ce qui se passe là-bas, même vers la Libye là-bas. En fait, tout ça, c'est pareil parce que c'est presque le même désert. Donc, il ne faut pas reproduire ce que je vais vous raconter là. Et là, maintenant, ça va de vous, c'est à vous de voir. OK. Donc, du coup, je vous invite à ma chaîne YouTube. C'est une chaîne de fourrure, une chaîne de conseils, une chaîne de recettes de cuisine et tout et tout. Donc, abonne-toi à ma chaîne YouTube et tu vas mieux me connaître. Tu sauras qui je suis. Par contre, je me présente quand même. Je suis maman de 4 adorables filles. Je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles. Je vis en plein cœur de Paris. Et j'y travaille. Je suis aide-soignante. Donc, avant de continuer la vidéo, je vais vous inviter à aller prendre des pop-corn, aller prendre un peu de jus parce que la vidéo est longue. Je vais vous conter mon histoire jusqu'à même quand je suis entrée en France, comment il faut s'y prendre en France, les difficultés, ce qu'il faut contourner, etc., etc. Moi, je vais aller prendre un verre parce que j'ai envie de boire un petit whisky accompagné du coca. Tout à l'heure, après le générique, on se lance. À tout à l'heure. Je vous reviens. Et là, moi, j'ai pris un peu de whisky avec du coca. Donc, j'ai pris un peu de Chivas. L'alcool, c'est pas bon pour la santé. Mais moi, je prends ça occasionnellement. Je peux prendre un peu comme ça. Ça me permet de parler. Et là, j'ai pris un peu d'arachide que mon mari m'a ramené hier. Arachide grillé, maïs, à la manière du Cameroun. D'ailleurs, je suis de Mbang, de l'Acadie. Pour ceux qui connaissent de l'Est Cameroun, l'Acadie. Si vous connaissez, passez par Bertois, c'est notre chef-lieu de province. Et puis vous tombez chez nous, à Mbang. Donc, la dernière fois, donc, aujourd'hui, on va continuer. Après maintenant, en fait, vous allez excuser mon français, c'est le français terre à terre, mais quand même, je me débrouille. Donc, du coup, ce jour-là, j'ai pris la voiture pour Oran. Ça s'est bien passé, j'ai traversé les frontières parce que j'avais un Sébé qui me filmait. Pour ceux qui comprennent, ils vont comprendre. Ça me filmait et je suis arrivée à bon port. Mon mec est venu me chercher à la gare. Il avait déjà pris la chambre. Il a acheté un matelas. Il a acheté le téléviseur. Il a acheté des marmites. Il a acheté le petit réchaud à gaz qui sort le feu comme ça, fou en haut là.
Bon, à notre niveau, on était confortable, quoi. On était bien. Et il a loué cette chambre dans une banlieue oranaise. Donc, on a pris une chambre dans la maison d'un Algérien. Et ça se passait très bien. Et je ne savais pas que là-bas, il n'y avait pas le travail. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour survivre? Là-bas, les hommes font les business. Bon, je ne vais pas trop détailler ça ici parce que quand même, c'est par rapport à ça que je suis arrivée ici en France. Et je ne vais pas aller chier sur ça. Mais ce que je peux donner comme conseil à mes frères qui sont là-bas, ne vous glorifiez pas sur ce truc. Parce que je ne suis rien. Je ne suis même pas digne de vous juger. Je ne suis même pas digne de vous dire quoi que ce soit. Mais quand même, je peux quand même vous donner un conseil de sœur. Un bien mal acquis ne profite pas. Tôt ou tard, je ne sais pas. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui cherche son argent toute sa vie et toi, tu viens lui prendre ça comme ça. Franchement, ayez un peu de crainte. Et ce qui me surprend, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens parmi. Ils persistent sur ce travail. Ils prennent même des sommes qui peuvent même venir, même en Europe, commencer à se battre et devenir des gens. Même si c'est difficile, ça c'est sûr. Mais quand tu arrives ici en Europe, tu vas quand même t'en sortir. C'est vrai, les Blancs ne nous veulent plus chez eux. Mais moi, je préfère qu'on vienne ici au lieu de faire ce genre de trucs. Donc, quand j'arrive dans... bref, une parenthèse. Quand j'arrive, mon gars m'explique que c'est ce que les gens font pour pouvoir s'en sortir. Ah! Faire ça pour pouvoir s'en sortir comment? Et en plus, ce monsieur, je vais l'appeler comme ça, il me conseillait d'aller au centre d'Oran parce qu'il y a beaucoup d'Africains là-bas qui font les business. On se rencontre, on tape les commentaires. Il y a d'autres qui ont fait le business, ils ont eu l'argent. Ils peuvent te donner 500 dinars, ils peuvent te donner 1000 dinars. 1000 dinars, je pense que c'est équivalent à 10 euros. Hein. Voilà, ils peuvent te donner 10 euros. Ça permet on va manger avec, on va payer la chambre. Parce qu'on payait la chambre à 30 euros, disons 3000 dinars. Non, 5000 dinars. Donc, c'est-à-dire 50 euros. Je lui ai dit, oh. Il m'a dit, si on ne fait pas ça, on ne va pas s'en sortir ici. Parce qu'ici, il n'y a même pas de boulot. Et même si on te donne un boulot, on ne va rien te payer de bon. Donc, du coup, ce n'est que ça qu'on va faire. Ce que je vais te conseiller, c'est que tu dois aller de temps en temps en ville. Comme à l'époque, j'étais encore trop mignonne, j'étais encore belle. Parce qu'il y a de cela au moins 10 ans. Je ne sais pas, un truc comme ça. Donc, j'étais encore toute mignonne. Il me dit, il faut aller en ville. Du coup, comme ça, quand les gars là vont te draguer, ils vont te donner l'argent. Mais ne couche pas avec eux. Ne va même pas quelque part avec eux. Tu restes là où il y a les gens. Et tout, tu joues ton modèle. Hey! Ça. Après, je me suis rendu compte que réellement, si on ne fait pas ça, on ne va pas manger. Vous qui ne venez pas dire que moi je vendais le piment, hein. Moi je n'ai jamais vendu le piment. Je n'ai même jamais couché avec un arabe. Jamais de ma... Parce que quand j'ai vu déjà comment il ne respectait pas les femmes noires, j'ai dit moi, tu vas venir monter sur moi par rapport à quoi? Que ça a commencé par où? Bref. Après on a vécu comme ça, la vie était complètement difficile, tout et tout. En fait, j'étais déjà mal à l'aise, mais c'est quelqu'un que j'aimais tant. Après, même une fois, je l'ai quitté pour aller me mettre avec quelqu'un de raisonnable. Mais après, j'ai encore quitté la personne pour retourner parce que je l'aimais et j'avais même pitié de le laisser seul. Mais je me rendais compte que le gars voulait m'exploiter. En fait, j'étais pour lui comme un fonds de commerce. J'étais pour lui comme un décor. Donc, pour lui, il se mettait en retrait pour que moi, j'aille escroquer les hommes et on va manger ensemble. J'ai vécu cette histoire-là pendant un bout de temps. Après, je me suis décidée, je suis partie. Je suis partie comment j'ai rencontré maintenant un homme qui était responsable, un homme qui connaissait la dignité d'une femme, un homme qui connaissait que la femme, en fait, un homme qui savait respecter la femme, qui me prenait comme sa sœur. Je me suis mis avec la personne. Et entre-temps, entre parenthèses, celui-là disait que j'ai la malchance et pourquoi il ne trouve pas les business. Donc, méfiez-vous des hommes qui comptent toujours sur la chance des femmes là. Ce ne sont pas des hommes bien. Ce sont des hommes lâches. C'est des lâches. Parce qu'un homme doit compter d'abord sur lui-même. Bon, vous allez me dire que ça existe, les femmes avec la malchance, mais c'est du n'importe quoi. Quand je me suis mis avec celui-là, bon, je vais appeler celui-là père, son âme, il ne vit plus. Mais j'ai senti la responsabilité d'un homme. Je ne partais plus jamais dehors, je restais à la maison, tout me trouvait sur place. Parce qu'il me mettait à l'aise. Lui, il savait qu'il doit aller se battre pour moi. Bon, lui aussi faisait ses business. Je n'avais pas le choix au début même. Un jour, il a ramené beaucoup d'argent à la maison. J'ai eu peur. C'était même ma première fois de voir vraiment l'argent de ce truc-là. J'ai dit non, je ne touche pas. Après,
J'ai pensé que, mais si je ne touche pas, je vais m'en sortir comment? J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je te promets que si j'arrive en Europe, j'oublie ce genre de choses et ce genre de personne ne va plus jamais m'approcher. C'est comme ça que j'ai vécu avec lui. Mais la bastonnade de ça, c'est la bastonnade que tu voulais voir. Le gars était d'abord jaloux, mais il était très responsable. Il était, je sais pas. En fait, je me sentais un peu protégée. Il me mettait à l'aise. Et le moment est venu, j'ai vu le genre de bastonnade là, j'ai dit que non, ça là, je ne peux pas rester ici. Du coup, je lui ai dit, moi, je vais aller en Espagne, je ne vais pas rester ici. Donc, il fallait maintenant qu'il me trouve l'argent pour payer, soit en fait, moi, à la base, je voulais prendre la voiture. Et la voiture coûte 3000 euros. Donc, il s'est battu, il m'a trouvé de l'argent. En fait, chaque fois qu'il avait son business, il me donnait les 3000 euros, les 2000 euros. Quand il a sa part, il me donnait parfois 5000. En fait, c'est un homme très gentil. Et j'envoyais à ma mère. Il me dit, envoie ça à ta mère, elle peut te réaliser un petit truc là-bas. Vous voyez déjà comment celui-là était responsable. Et je ne vous dis pas. Mon ex alors, un jour, je rentre du marché, il me voit, j'ai acheté à ma fille beaucoup de jouets, j'ai acheté les trucs parce que mon ex, la paix à son âme qui est décédé là, lui, il devait aller au Cameroun voir sa famille et du coup, je devais profiter par lui pour qu'il ramène des colis à ma mère, des valises à ma fille quoi, à ma fille que j'ai laissée au Cameroun. Le bon monsieur, on lui dit que, est-ce que tu sais que le gars de ta copine là a eu beaucoup d'argent? Va aussi, peut-être elle va te donner ta part. Vous voyez déjà la réflexion d'un homme. Comment toi, un homme, tu vas te rabaisser jusqu'à ce niveau que la femme, parce que la femme a vécu avec toi, il faut qu'elle te donne de l'argent. L'argent d'un autre homme, est-ce que ça se fait? Ça ne se fait pas. Le jour-là, il me croise en route. Et déjà, quand je lui dis même que son meilleur ami a failli me violer, le gars n'a même pas pris ça en considération. Lui, il considérait l'amitié plus que la femme. Donc, en fait, moi, je ne représentais pas grand-chose pour lui. L'amitié était plus importante que moi. Donc, un jour, je les vois même ensemble, parce que j'avais vu mon bourreau là, qui voulait me draguer, me violer là. Je les vois au centre, on était sortis le jour là. Lui, il est parti faire un truc, moi aussi, il m'a envoyé acheter des trucs au marché là-bas, parce que j'avais un peu d'argent. Je lui ai dit, je m'avais fait le marché, comme ça je vais rentrer, je vais cuisiner. Du coup, quand je reviens, je le trouve carrément en train de causer avec lui. J'ai dit, ah, c'est là où ça m'a marqué. C'est là où ça a commencé à m'éveiller. J'ai commencé à comprendre que mais le monsieur, s'il n'est pas sérieux, moi, je suis là, je peux mourir même pour lui. Je préfère rester avec lui, même comme il n'a rien. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ça veut dire que lui, je suis un objet pour lui. C'est là où j'ai pris ma décision. J'ai compris que non, là, ça s'arrête. Et Dieu merci, Dieu m'a envoyé mon ex là. Père, bon, je ne vais pas dire mon ex, père son âme, parce que s'il n'était pas décidé, c'est que je suis peut-être avec lui aujourd'hui, parce que moi, je l'avais dit ceci, c'est mieux que tu arrêtes ce truc-ci, si tu as une somme d'argent, alors en Europe, on va se bâtir une vie, on va s'installer et on va se battre, on va s'en sortir. Il était d'accord, père son âme. Du coup, mon ex là, avec qui je vivais, qui m'envoyait escroquer les gens, il me voit en route, j'avais des gros sacs, j'avais des gros colis, ma vie avait déjà changé, j'étais devenue propre, j'avais des gros bijoux en or, tout et tout. Il me dit, il faut que tu donnes ma part ici, parce qu'on a vécu ensemble. J'ai dit, donner ta part comment? Il m'a dit, oui, tu dois donner ma part, machin, tout. Bref, ça c'est une parenthèse. Je n'ai même pas pensé à ça. Du coup, je rentre à la maison, je dis à mon petit ami que, est-ce que tu sais que mon ex est venu m'agresser en route pour que je lui donne un peu d'argent? Comme il a appris que tu as eu de l'argent, il voudrait que je lui donne quelque chose. Ha! Lui alors, comme c'était un homme protecteur, c'était un vrai homme. Le gars a pris le couteau, il est parti le chercher. Il a cravaté, il a dit, si je constate encore que tu approches cette fille, je vais te faire du mal. Parce qu'elle n'est pas sortie pour toi. Elle est sortie pour sa famille, elle est sortie pour se chercher. Donc ne l'approche plus jamais. C'est comme ça que le bon monsieur m'a laissé tranquille et je pouvais respirer. Le moment dont est arrivé, je lui ai dit non. Après tout ce temps, moi, je ne suis pas venue pour rester ici au Maghreb. Je suis venue pour passer. Je suis venue pour aller en Europe. Du coup, il s'est battu. Il a eu de l'argent. Quelque temps après, il m'a donné, il m'a dit, il m'a accompagné au Maroc. Voilà, il m'a accompagné au Maroc. Et au Maroc, je devais prendre la voiture, un truc comme ça, le connection. Ils appellent ça comme ça. Donc, on te met en dessous de la voiture et je devais traverser pour arriver, entrer en Espagne par là. Quand on m'a mis dans la voiture, maman, c'est la mort que tu... La mort. Donc,
C'est comme s'ils enlèvent, je ne sais pas où ils mettent le moteur. On te met sous la voiture, sous les sièges de la voiture. Apparemment, on peut même vous mettre même 10 là-bas. Donc, moi, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je ne respirais pas. On me dit non, c'est juste 30 minutes, le temps qu'on traverse la frontière et on se retrouve à Melilla. Mes soeurs, mes frères, mes soeurs. Et mon mec a payé 3 000 euros. Il avait payé 3 000 euros. On me met dans la voiture, je ne respirais plus. Apparemment, ils ont constaté qu'il y avait la police qui arrivait parce qu'ils devaient prendre aussi d'autres personnes à un niveau. Ils ont constaté que la police arrivait. Ils m'ont laissé là sous la voiture, dans la voiture. J'allais mourir. J'ai commencé à dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi, papa. Je sais que j'ai péché, mais ne m'abandonne pas. Aie pitié de moi. Sauve-moi d'ici. Je ne sais pas ce qui les a pris quelque temps après, mais je ne respirais plus, franchement. Parce qu'en bas de la voiture, tu ne respires pas. Franchement, avant de prendre la route, réfléchissez. Vous voyez, je paye même 3 000 euros. 3 000 euros, c'est 2 millions au Cameroun. Je paye ça comme ça, juste à quelques mètres, quelques kilomètres de l'Espagne. Mais je paye cette somme. Et vous voyez dans quelle situation on me met, où je pouvais même mourir. Ma respiration était en train de partir. J'étais sous la voiture, il n'y avait personne. Quelque temps après, je comprends le bruit tout autour de la voiture. Après, ils viennent là, ils démarrent la voiture, ils repartent où on était et ils me sortent de la voiture. Oh! Je retourne au ghetto où on était parce qu'il y a toujours un ghetto où vous attendez le point de départ. Vous attendez un truc pour partir. On me ramène là-bas et il y avait des gens qui devaient prendre les petites pirogues que vous voyez donc à la télé là où les gens meurent dans l'eau là. Il y avait donc au moins peut-être 20 ou 30 personnes qui devaient prendre ça. Et eux, ils payaient moins cher. Eux, ils payaient dans les 1000 euros, 1500, tout et tout. C'est une fille donc que je connais en Algérie qui me dit, mais Julie, prends le risque. Tu veux retourner après toute la souffrance que tu as traversée pour arriver ici. Prends le bateau, prends le risque. La vie, c'est ça. La vie, c'est un choix. Tu as fait tous ces efforts. Ce n'est pas pour retourner. Toi, tu connais la vie au Maghreb. Ce n'est pas facile. La femme ne travaille pas. Tu es obligé d'être là comme l'esclave de l'homme. En fait, tu n'es pas son esclave, mais tu es... Donc, c'est le viol reste forcé. Heureusement pour moi, j'aimais l'homme avec qui je vivais là, parce que c'était un homme très élégant, un homme propre. Moi, j'ai toujours aimé les hommes propres, les hommes beaux, mignons. C'était un homme protecteur. C'était un homme, il savait valoriser la femme. Il savait mettre sa femme à l'aise. La seule chose qu'il avait, c'était la bastonnade de ça. Maman, quand il me bastonne maintenant, moi, je dis, oh yes, oh, j'ai trouvé ma part. Aïe! Donc, du coup, la fille me dit, prenons le risque. Quand je tourne les yeux, je regarde encore tout ça derrière. J'ai dit, hey! Mon cœur me dit, non, ne rentre plus. Mais je ne connaissais pas aussi ce qui m'attendait à la mer. Je ne savais pas que c'était des petits pirogues comme ça, les petits pompés là, comme ça, que les gens montaient dedans pour traverser la mer. Si j'avais su ça un instant, si j'étais sûre que c'était ça, je n'allais pas prendre ça. Aujourd'hui, il y a les médias, il y a les vidéos, il y a les quoi. On est informé, quoi. Donc, ne prenez pas ce risque n'importe comment. Pour prendre ce risque, prépare-toi. Soit c'est la mort, soit c'est la vie. Et il faut beaucoup prier, comme j'ai toujours l'habitude de dire. C'est comme ça que je reste tranquille, je réfléchis, je réfléchis. Mais lui, il avait dit au monsieur qui devait me faire prendre le connection, je ne veux pas que ma femme prenne l'eau. Parce que ça, c'est la mort. Et quand j'ai loupé même la voiture, il avait demandé que je retourne. Je ne vais pas, ma charge, je ne peux pas le dépasser. Parce que pour lui, apparemment, il voulait qu'on se marie. Et c'était sérieux. Il m'a dit, je ne veux pas que ma femme prenne l'eau. Je ne veux pas perdre cette fille. Je ne veux pas que l'enfant d'autrui meure à cause de moi. Mais moi, j'ai été têtue. J'ai dit au monsieur là que non, ne lui dis rien. Moi, je vais prendre l'eau. Je vais courir le risque. J'ai fait ma prière, j'ai fait des jeûnes. On devait partir le lendemain. Parce que quand moi, j'ai loupé la voiture, là, m'a fait ça, c'était comme aujourd'hui. Et demain, dans la soirée, les autres devaient partir. C'est là où ma personne là me dit, en fait, j'ai une dame que je connaissais, une personne que je connaissais en Algérie. C'était une jeune dame aussi. Elle est même ici en France maintenant. Si elle voit cette vidéo, elle va se reconnaître. Et je te dis merci même d'ailleurs, parce que sans toi, c'est que je suis peut-être même pas là aujourd'hui. C'est comme ça que le lendemain, enfin, l'heure de partir était arrivée. Et pour aller prendre le truc là, les Marocains là ont les longs couteaux comme ça là. Oh, les longs couteaux. Donc, tu ne dois pas trahir le secret. Quand tu vas déjà jusqu'à la mer là, tu ne dois plus rentrer. Ils ont peur que tu vas les trahir. C'est comme ça qu'on nous prend là en voiture, on nous entasse dans les voitures pour aller vers la mer. Ils attendent que la police... Donc, ils ont leurs heures, ils ont leur stratégie.
Et quand vous arrivez là-bas, à un niveau, vous descendez. Quand ils disent, vous vous cachez. Ils vous disent de vous cacher dans les... Parce qu'il y a des hautes herbes. La mer est comme ça devant. Il y a les hautes herbes. Vous vous cachez. Ils vous disent, chut, personne ne parle. Quand vous entendez seulement, yala, c'est sauf qui peut. Maman, est-ce que je savais que c'était comme ça? J'ai commencé à courir, Hé, maman, je vais faire comment pour sauter, pour arriver? Je vois, donc, il faut d'abord traverser un peu l'eau pour prendre, parce que ils ne vont pas mettre le gros pont, parce que c'est quand même grand, c'est des grands trucs. Ils ne vont pas mettre ça ici. Non, il faut que ça soit déjà sur l'eau, de telle façon qu'il démarre le moteur, vous partez directement. Aïe, c'est comme ça que je monte dans le truc. J'ai réussi, c'est un monsieur même qui me porte, parce que moi, je suis, avec ma petite taille ici, tout et tout, il y avait des grandes personnes, tout et tout, les gens se bousculaient, c'était le sauf qui peut. Du coup, le monsieur là, il m'a porté, il m'a jeté dedans. J'ai dit, hey, Dieu merci. C'est comme ça que je suis entrée. À un niveau, l'eau entrait dans le bateau. L'eau entrait, bon, je vais dire ça bateau, moi, ça c'est les pompées. L'eau entrait. Le moteur même s'est arrêté à un niveau. Hey! Fallait voir. Tout le monde est devenu... Donc, tout le monde avait déjà la croyance à ce niveau. J'ai dit, où vous êtes là? Si vous voyez que on veut mourir, criez Jésus, il va nous sauver. Les musulmans, eux, ils priaient. Nous aussi, on priait. C'était comme ça. Finalement, on arrive de l'autre côté, de l'autre côté de l'Espagne. On est arrivé, on est quitté dans la nuit. Et on est arrivé de l'autre côté de l'Espagne, je pense que c'était à 5 heures. C'était très très tôt le matin. Après, tu vois la Guardia Civile là-bas, en fait la police espagnole. Tu les vois là-bas, ils sont habillés en vert et ils sont élégants. Hein. Ouh là là, ils sont élégants, frère. Le temps est propre. Tu vois que le climat de l'Europe et le climat de l'Afrique, il y a quand même la différence. Il y a la différence. L'Afrique blanche, c'est pas quand même l'Afrique noire, c'est vrai, il y a déjà la différence. Mais quand tu arrives encore ici en Europe, quand tu vois le teint, peut-être de quelqu'un qui vit ici en Europe, un arabe ou un blanc qui vit ici, et celui qui vit par exemple au Maghreb, il y a quand même la différence. Quand je vois, tu vois, ils sont frais. Et ils étaient là pour nous secourir. Ils nous ont mis j'oublie même le nom. Pourtant, je travaille en santé, on utilise ça de temps en temps. Donc, on nous a mis de sortes de machins. Oh, j'oublie le nom. Ça brille, c'est comme le papier aluminium. En fait, ça te donne un peu de chaleur, tout et tout. On nous a mis ça et on nous a amené... On est parti nous enregistrer et on nous a amené au camp, dans un camp, le camp de Melilla. Apparemment, ils reçoivent les clandestins, quoi. Les gens qui viennent des immigrés et tout et tout. Du coup, on va nous mettre là-bas et c'est comme un petit village. C'est un grand camp. Donc, c'est des chambres. Par chambre, il y a 4 personnes. Les lits en étage, un lit en haut, un lit en bas. Si toi, par exemple, tu as un enfant, on te donne 2 lits. Donc, ça fait que vous êtes peut-être 3 dans la chambre ou 4. En fait, si tu as un enfant et l'autre a l'enfant, on vous donne la chambre à 2. Ça fait que tu as ton enfant et vous avez la chambre à... Vous êtes 2 adultes et 2 enfants, c'est ce que je veux dire. Du coup, j'ai mis du temps là et c'est là où je croise Martin. Nous sommes à combien de minutes? Ah non, c'est pas encore beaucoup. Bon, moi, je vais un peu manger mes arachides. Ça, c'est du maïs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est des arachides. C'est Martin qui a ramené ça. Je vais un peu manger. Donc, du coup, on nous amène là-bas. 2 semaines plus tard, et l'homme avec qui je vivais, il devait m'envoyer de l'argent pour que je puisse m'en sortir avec. 2 semaines après, on me dit, il est décédé. On me dit, les Arabes l'ont tué. J'ai seulement crié. Et déjà, au camp, je ne parlais à personne parce que je savais que j'ai mon mec et je ne manque de rien. Il va m'envoyer de l'argent et tout et tout. C'était chaud. Et c'est là où je croise Martin. Déjà, je ne causais avec personne. Quand on m'a dit il est décédé, j'allais faire comment? Je suis entrée avec une seule robe parce que quand vous entrez dans le bateau, vous ne prenez pas les objets, vous ne prenez rien. Tu ne peux que prendre ton téléphone et tu prends peut-être un petit bout, en fait, ton calepin. Ils ne permettent pas, parce que si vous entrez avec les sacs, si tout ce monde-là entre avec les sacs, ça veut dire c'est pour que le bateau puisse couler. Donc, du coup, j'arrive donc en Espagne. Mon objectif, en fait, ce n'est même pas l'Espagne, parce que là, Melilla, c'est un bout de Maroc, un bout de terre de Maroc qui appartient à l'Espagne. Donc, sinon, c'est le territoire espagnol déjà. Mais quand tu es déjà au niveau de Melilla, il y a un changement quand même.
Il y a un grand changement. Tu sens quand même que c'est quand même une partie déjà de l'euro. Et à partir de là, maintenant, on vous donne les laissez-passer pour pouvoir monter. Je ne comprends pas leur politique. Ils disent qu'ils ne veulent pas les gens chez eux. Mais je ne comprends non plus. Bon, peut-être c'est le droit de l'homme, je ne sais pas. J'ai mis un peu de temps là. C'est là où j'ai croisé Martin. Martin, tout le temps, venait me voir. Oh, machin truc. Déjà, j'étais dans ma période de deuil. Ah oui, parce que déjà, je me sentais seule au monde. Il n'y avait plus personne pour m'aider. Ce qu'on nous donne à Mélia, on nous donne la nourriture. On nous donne quelques petits trucs, l'essentiel, quoi. Si tu n'as pas ton argent, tu vas seulement vivre avec ce que tu as. Et c'était difficile, mais ça allait. Et là, j'ai commencé à comprendre que si elle continue à faire, genre, je ne parle à personne, tout et tout, c'est chaud. Or, il faut se créer des relations. Il faut approcher des gens. Ils vont peut-être te donner des conseils. Quand j'appelle même le père de ma première fille qui est au Cameroun, ma fille qui vit au Cameroun, mais le bon monsieur, je constate que lui, c'est comme si il n'a même pas besoin de m'aider, quoi. Ah oui, j'ai vite compris que je dois me battre moi-même. C'est comme ça que j'ai essayé. Et puis Martin maintenant venait tout le temps. La première fois que je croise Martin, c'était dans un petit restaurant Tournou-d'eau. On appelait ça les Chaboula. Dans les petits, je ne sais pas comment, un peu comme Porte de la Chapelle. Vous voyez les gens qui vivent là, ils vendent des drogues, les quoi là-bas. C'est des petites bâches comme ça, ils vivent dedans. C'est comme ça alors que les restaurants là, c'était hors du camp. Et les gens partaient se distraire, les Africains partaient se distraire là-bas. Et tout et tout. Un jour donc, une connaissance du Maghreb m'amène là-bas pour manger. Non, ce n'était même pas pour manger. C'était pour faire une petite veillée en l'honneur de l'homme avec qui je vivais. Oui, c'était pour faire une petite veillée pour lui. C'est là où le jour là même, je croise Martin. Martin avait les petites tresses. Et j'ai horreur de ça sur un homme, maman. J'ai horreur de ça. J'étais là, je mangeais ma semoule, foufou, semoule et la sauce tomate. C'est vrai, j'étais en deux, mais j'avais aussi faim. Quand je mets la main dans l'assiette, Martin envoie les mains dans l'assiette. Quand la main monte vers la bouche, ses yeux montent vers la bouche. Quand je mets dans... Je regarde avec les coins d'œil. Je fais comme si je ne vois pas. Aïe. Après, je vois quand il attire mon attention, quoi. Je lui demande pourquoi vous me regardez comme ça, on se connaît quelque part. Vous voulez ma photo? En fait, ça m'énervait, quoi. Parce que c'était je vois d'abord un monsieur, un jeune garçon qui a les tresses. Il avait les nattes. J'ai horreur de ça sur un homme. Un homme qui a les nattes. Oh, oh, oh. J'ai horreur. Heureusement, Dieu merci, depuis qu'il s'est mis avec moi, il a enlevé ça rapidement. Donc, du coup, il se coiffe déjà normalement. Donc, je lui demande, mais c'est quoi? Vous voulez ma photo? On se connaît quelque part? Il me dit, oui, je veux votre photo. Oh, moi, j'étais étonnée. Je croyais même qu'il allait dire que non, excusez-moi, c'est pas vous que je... Il me dit, oui, je veux ta photo. Je vois d'abord, et à l'époque, il était encore mince. Il était encore mince. Je vois un petit garçon, je vois l'homme avec qui je vivais. L'homme avec qui je vivais était mon aîné d'au moins 5 ans. Donc là, ça allait. Je vois un petit garçon, il veut blaguer avec moi ou quoi. Après, le jour là, on est rentré, je suis rentrée quand j'étais dans mon deuil, je pleurais la nuit. Parce que moi, je pleure pas facilement comme ça. Je ne me laisse pas abattre comme ça. Mais la nuit, quand je dormais seule, je pleurais. Je disais, Seigneur, pourquoi moi? Je vais commencer par où? C'est lui qui pouvait même m'épauler financièrement pour commencer ma vie en France. Seigneur, pourquoi moi? Mais le matin, je fais comme si je suis forte. Quand on venait même m'annoncer le décès, il y avait les gens derrière moi, l'autre devant. On croyait peut-être que je vais m'écrouler. J'ai dit non. C'est la volonté peut-être de Dieu. Si elle me met à pleurer là, ça va changer quoi? Rien. Mais la nuit, je pleurais. Je pleurais quand j'étais dans mon drap, je pleurais. C'est comme ça que Martin venait tout le temps. Il prend son seau, il vient, on s'intrigue, tout et tout. J'avais un petit sentiment envers Martin que moi, je ne sais pas d'où ça sortait. Mais dans ma tête, je savais que je ne peux pas me mettre avec un petit gars comme ça. Parce que je suis l'aîné de Martin d'au moins 3 ans. Il va se fâcher, ça c'est vrai, mais c'est une réalité. Je vois tout le temps, il insiste, il persiste, il insiste, il persiste. Mais j'avais un sentiment envers lui, mais je ne comprenais pas d'où. Par contre, moi, je calculais quelqu'un d'autre. Il y avait quelqu'un d'autre dans le camp que j'aimais bien. Il était très mignon et il était un peu plus mature, tout et tout.
en âge, parce que la maturité, ce n'est pas seulement physique, hein, en âge. En fait, il était mon aîné d'au moins 3 ans, celui-là. Tout le temps, il vient me regarder, tout et tout, machin truc, nanani, nanana. Bon, le moment qui est arrivé, en fait, oh, bon, ça c'est une parenthèse, j'oubliais. Et on nous disait au camp que pour que ta vie, pour que, en fait, les choses soient faciles pour toi ici, il faut avoir un enfant. Donc, du coup, un jour, je me suis... avant même ça, un jour, Martin vient me voir, il sortait de l'église, il était habillé en tout blanc, comme il aime bien le blanc. Après, j'ai vu comme une sorte de vision. J'ai regardé Martin comme ça, sans vouloir. En fait, j'ai vu comme une image, comme si c'était le père de mes enfants. Il avait peut-être des enfants autour de lui qui étaient aussi mes enfants. En fait, j'ai vu ça comme une vision visuelle comme ça là. Après, j'ai dit, hey, qu'est-ce que je suis en train de réfléchir? Un petit garçon comme ça, je vais faire quoi avec lui? Dans tout ça, mes copines se moquaient. On me dit que Marco, tu vas sortir avec un petit gars comme ça, tu vas l'amener où? Je lui dis, quand vous me regardez, il peut sortir avec un enfant comme ça. Mais il y avait un petit sentiment au fond, mais je combattais ça. Je ne sais pas d'où ça sortait, je ne sais pas. Peut-être parce que je ressentais peut-être que c'était l'homme avec qui j'allais vivre, je ne sais pas. C'est comme ça alors que, comme on nous a dit ça, il fallait alors que je cherche en sorte comme enceinte. Bon, un jour, Martin, lui, il me voulait depuis. J'ai, comme vous connaissez avec lui, juste pour que je tombe enceinte, mais je ne devais rien faire de bon avec lui. Je l'ai fait, je ne me suis pas protégée, j'ai calculé ma période féconde parce que pour entrer là-bas, quand on vous fait les tests, hein, on vous fait les tests tous, tout et tout, si tu es sidéen, si tu as les maladies, tout et tout. Après, je savais que je devais tomber enceinte parce que j'étais en période féconde. Après, maintenant, je l'ai repoussé. Je lui ai dit non, c'était une erreur, tout et tout. Machin. En fait, moi, je ne savais même pas ce qui me guidait. Pourquoi je l'ai même fait? Moi, je ne sais pas. Pour de vrai, c'est vrai, c'était pour avoir un enfant, mais après, je l'ai repoussé très mal. Je lui ai dit non. Faut pas te dire que comme il y a eu ce truc-là, que ça va continuer. Non, je suis désolée. C'était arrivé comme ça et ne m'approche plus. Parce que je combattais ce sentiment. Je ne me voyais pas avec quelqu'un. Et quand il était avec moi, il me disait que non, il est mon grand frère en âge. Pourtant, ça sautait à l'œil. Il me dit ça. Il faisait trop. Il était encore mince. C'est comme ça alors que on me donne maintenant le laisser-passer le moment venu. On me donne le laisser-passer. Je ne lui ai même pas dit au revoir. Je n'ai même pas pris son numéro de téléphone parce que je savais qu'arrivé ici en haut, un bacana, un blanc, va peut-être adopter mon enfant et j'aurai les papiers français. Donc, du coup, je ne lui ai pas dit au revoir. Et je suis partie. Il ne savait même pas que le jour-là, je devais partir. Mais c'est 2 jours après qu'on lui a dit que je suis... Il est venu me demander quoi, où j'étais dans ma chambre. Parce que eux, la rangée des chambres des hommes était derrière. Notre rangée de femmes était devant. En fait, ainsi de suite, c'était comme ça. Il vient demander, Julie est où? C'est là où ma copine, lui... En fait, pas ma copine, une connaissance. Parce que c'est là après. C'est là où elle me dit... elle lui dit, Julie est partie. Il demande mon numéro de téléphone. La fille lui a donné. Et quand maintenant, moi, j'arrive ici en France, j'avais une connaissance là au camp. Déjà, moi, je suis montée avec celui dont je vous disais que je calculais. Moi, j'ai cette chance. Quand je mets mes yeux sur quelqu'un, c'est cette personne-là qui vient vers moi. Et ça s'est passé, on a voyagé ensemble pour monter vers le centre de l'Espagne. Donc, quand on nous a donné les laissez-passer, Dieu merci, on a voyagé le même jour ensemble. Mais ce n'était pas l'homme avec qui j'allais être. C'était peut-être juste un compagnon de chemin, tout et tout. Arrivé maintenant à Paris, on m'a donné le contact. Déjà, à Amélie, il y a un gars qui m'a donné le contact, une connaissance qui m'a donné le contact de sa famille. Il m'a dit, quand tu arrives dans ma famille, dis que tu es ma femme, tu es venu m'attendre, ils vont t'héberger jusqu'à ce que j'arrive. Pardon, ne me traitez pas de sorcière. Je suis donc partie avec mon petit ami que j'aimais là-bas. Parce que moi, je me suis dit, quand tu viens en Europe, c'est une vie. Ce n'est pas pour rentrer tout de suite. Déjà, même la retraite, à nos jours, je pense que c'est à 65 ans. 63 ans, 65 ans. Tu vas vivre dans toute cette existence juste parce que tu viens chercher l'argent et les papiers. Non, tu dois te construire une vie. Donc, vous, les filles qui arrivez ici en Europe, quand vous arrivez, c'est vrai, il faut penser aux papiers. Mais il faut aussi penser que l'âge de la femme passe très vite. Donc, je veux vous dire quoi? Si tu peux trouver un homme avec qui tu peux construire ta vie, mets-toi avec cet homme. Parce que c'est quand même tu arrives là que tu n'as pas de papier. Bien sûr, il y a ceux qui viennent pour t'exploiter parce qu'ils se disent que tu ne connais rien. Mais il y a aussi qui t'aiment sincèrement. Parce que là, tu n'as pas encore de papier, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de boulot. Là,
il vient pour deux choses. Soit il veut juste coucher avec toi, soit il veut vraiment construire un truc avec toi. Et c'est le moment pour vous de trouver les hommes dans vos vies. Faut pas attendre l'âge de 40 ans. Vous voyez souvent les grandes, les rococo femmes qui sont ici là. Tellement elle est arrivée en France, son objectif c'était que les papiers et l'argent. À un moment donné, vous voyez un peu un enfant, vous voyez un peu les enfants de l'Afrique là par exemple. Moi je suis passée par là. Hein. Tellement il a faim, il n'y a pas de nourriture. On prend un gros morceau de plantain, on le dose ça sur la paume de main. Tellement il a trop demandé la nourriture. Et là maintenant, tellement c'est gros, il ne peut plus finir, il ne sait même pas quoi faire avec. Il commence à jouer avec, il ne sait plus quoi faire. Donc, les dames là sont un peu comme ça, les rococos là. Elles commencent maintenant à payer les hommes, à donner l'argent à un homme pour que l'homme l'épouse. Mais oubliant que c'est quand elle entrait, elle avait encore toutes ses chances, elle avait encore toutes ses formes, elle avait encore sa beauté. C'était le moment de trouver quelqu'un de bien dans sa vie. Ce n'est pas quand tu as 50 ans que ma chérie. C'est vrai. On ne va pas dire que la vie de couple, je sais pas quoi dire. C'est une fin en soi, non. Mais quelque part, c'est important pour la femme d'être avec quelqu'un dans sa vie. Et pourquoi tu trouves cette personne, c'est quand tu es encore un peu fraîche. Ce n'est pas quand tu as déjà 50 ans, c'est vrai, tu peux perdre ton homme. Ça, c'est autre chose. Tu as perdu, tu as quand même essayé. C'est pas genre que tu as refusé carrément le mariage. Parfois, un homme vient vers toi, tu dis non parce que tu es pauvre, tu n'es. Moi, Martin et moi, on n'avait pas de papier quand on s'est mis ensemble. On n'avait pas de travail. Mon premier travail dans un tourneau d'eau, j'étais sur le lit de Martin. On va développer ça plus tard. Donc, du coup, on me donne le contact de cette connaissance. J'arrive là-bas chez eux avec mon ami là, celui même que moi je calculais. Après, je leur présente que non, c'est mon frère. Parce que c'est leur frère qui m'a envoyé chez eux pour que ils m'hébergent. Je ne vais pas quand même apporter un autre petit ami avec moi. Et comme je savais qu'avec ce frère-là, je ne vais même pas me mettre avec lui déjà après. C'était juste moi, je voulais de l'aide. Je ne suis pas une méchante fille, hein, mais méchante dame, si vous voulez. Je ne suis pas une méchante dame, mais c'est les circonstances de la vie, quoi. Du coup, quand j'arrive avec ce garçon-là, on était obligé de s'embrasser quand les gens là partent au travail. On se cache un peu dans les toilettes, on s'embrasse, tout et tout. On est chez les gens. Je ne vous dis pas la famille. J'ai souffert. Quand la fille rentre le soir comme ça, déjà, en fait, c'est une histoire qu'on va continuer prochainement. Donc, du coup, quand le jeune garçon là arrive avec moi, il me demande, sa tante est à Bordeaux. Il me dit, sa tante voudrait que il parte seul là-bas. Donc, sa tante ne veut pas qu'il aille avec moi. Et moi, je comprends. Ici en Europe, tu ne peux pas prendre la charge de deux personnes comme ça. C'était sa tante, c'était la soeur à sa maman. Donc, c'est normal. Il m'a demandé, tu voudrais que je parte à Bordeaux ou je reste à Bordeaux? Ou alors, si tu veux, on va à deux. Je lui ai dit non, je ne peux pas aller à Bordeaux parce que ta tante ne m'a pas invitée. Elle ne sait même pas que tu es une femme. Je ne sais pas pour qui tu m'as présenté là-bas. Moi, je préfère rester à Paris. En fait, c'était mon destin qui m'appelait. Moi, je me dis, hein, j'avais aussi envie de partir, mais après, un cas me disait non, ne pars pas là-bas. C'est comme ça, il m'a demandé. 2 jours après, lui, il est parti à Bordeaux. Moi, je suis restée à Paris. La souffrance de ça. Tous les petits travaux de la maison, c'est moi qu'on donnait. Donc, celle même qui est ma petite soeur en âge, on préfère la laisser et moi, on me donne tout de faire. S'il faut aller acheter le pain, c'est moi. C'est vrai, ce n'était pas le chemin, je ne payais pas la maison. Mais ce n'est pas comme ça qu'on traite quelqu'un. Ah oui. Quand la bonne dame, la jeune fille, la rentre le soir, comme je dormais sur le même lit avec elle, quand elle commence à causer avec ses chéris, elle tape le lit comme ça, tout et tout. Je vais parler, si elle parle, on me met dehors. Et mon premier quartier ici à Paris, c'était le Paris 19e. C'est la première fois que j'habite dans un quartier, c'était dans le 19e, près Saint-Gervais. Quand la fille rentre le soir, les petits trucs de la maison, il faut que c'est moi qu'on donne. Après même, elle veut m'inculquer la prostitution. Elle me dit, mais toi, on va te dépanner tous les jours. Il y a les filles, il faut voyager. Il y a un endroit là où tu peux aller, personne ne va ni connu, ni machin. Tu vas là-bas, tu vas te faire de l'argent. Je dis, je me renseigne bien que c'est comment, alors que c'était la prostitution. Dieu merci. Comme j'étais même enceinte, hein. Ah oui, après j'ai accouché, tout et tout. Et un jour donc, leur connaissance qui a d'abord vécu chez eux, elle a été maltraitée. Donc, elle a compris mon calvaire que je vivais. C'était leur soeur. C'est là elle me dit, ma chérie, est-ce que tu connais 115? Je dis, 115, c'est quoi? Elle me dit, ma chérie, vaut mieux avoir ta chambre à toi seule que de vivre dans ce que je vois là. Tu ne peux pas.
Je lui dis, mais je vais aller vivre dans une chambre seule. Je vais payer comment? Je ne peux pas payer. Et puis, même si même s'il faut payer la chambre, même si on me paye la chambre, je vais manger comment? Je vais vivre comment? Elle me dit, c'est rien ça. Ici en Europe, il y a des associations qui vont t'aider. Tu ne vas pas souffrir. Au contraire, tu seras même plus à l'aise. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Elle m'a dit, pars de là. Je suis partie de là. Ce soir-là, elle a appelé 115. Elle m'a pris, elle a appelé 115, 115 comme ça. Elle m'a dit ce que je dois dire au truc. Et j'avais déjà Cassandre en main. Cassandre avait peut-être 3 mois. Hein? Oui, elle avait 3 mois. C'est comme ça que j'appelle 115. Il me donne une adresse dans le 93, vers Galant. C'est comme ça qu'on me donne une chambre d'hôtel là-bas. Et tout se passe au téléphone. Bon, à l'époque, c'était même encore bien. À nos jours, apparemment, c'est plus compliqué. On te prend plus facilement comme ça. Donc, je pense qu'on va continuer cette histoire prochainement. La suite dans la prochaine vidéo. Donc, pour aujourd'hui, je ne vais pas trop vous retenir. Nous sommes à 37 minutes. Je ne vais pas trop vous retenir. Comme ça, on va continuer, jusqu'à ce que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Vous n'allez même pas rater une seule miette. Et on va arrondir peut-être les 3 minutes là. Et dans tout ça, Martin ne faisait que m'appeler parce que ma copine là lui avait déjà donné, bon, une connaissance. Elle lui avait déjà donné mon numéro de téléphone. Et oubliant Amélie là, j'avais une meilleure copine qui me soutenait, qui était tout le temps avec moi, qui me donnait même de l'argent comme j'avais perdu l'homme avec qui je vivais, tout et tout. Et je vais vous parler de sa part de parenthèse. Et c'était la seule fille que j'aimais beaucoup comme une sœur parce que tellement ma famille était loin, elle était presque tout pour moi là. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous développer tout ça. Comme ça, au moins, toi aussi, tu sauras te positionner. Ce que je t'invite à faire, abonne-toi à ma chaîne YouTube et tu ne vas rien rater. À votre santé.